Donc quand on coupe, on sent le couteau qui passe à travers chaque feuille, chaque couche de feuilles. Et dans les couches de feuilles, il y avait aussi du jus de rôti, donc un peu gras. Et on voyait le côté un peu éponge, un peu... Et ça, c'est... Je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve ça assez jouissif, rien que de voir ce phénomène. Parce qu'on l'imagine en bouche, on imagine quand on écrase l'objet entre la langue et le palais et que le jus sort, c'est quand même un moment jouissif. Avec ce dialogue, je réalise un de mes rêves, vous parler du bonheur du goût. Comment apprécier chaque repas, comment apprécier des aliments très simples et aussi des choses très élégants. C'est ça que je vous propose aujourd'hui en rencontrant Chihiro Masui, qui est, à mon avis, la personne qui parle le mieux de cuisine. Juste en l'écoutant, on a l'eau à la bouche, c'est juste extraordinaire. Bonjour Chihiro. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'adore la manière dont vous parlez de la cuisine. Peut-être vous pourrez raconter comment vous en êtes venu à parler ainsi de la cuisine de manière, en plus, aussi vivante et simple. Comment dire ? Ma mère était journaliste japonaise pour un magazine féminin. Généraliste, hein, elle faisait tous les sujets sauf la politique et l'économie. Donc elle faisait de la mode, elle faisait de la cuisine, etc. Mais dans notre famille, la cuisine, pas faire la cuisine, mais manger la cuisine, a toujours été un immense sujet. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'entend très bien, nous avons une assez grande famille, et quand nous faisons régulièrement des réunions de famille, et à chaque fois, la première question que tout le monde pose, c'est qu'est-ce qu'on mange ? C'est pas où on va, qu'est-ce qu'on visite, qu'est-ce qu'on va faire, non, ça, on s'en fiche, c'est qu'est-ce qu'on mange. Et comme à chaque fois, il y a une personne qui organise tout, parce qu'on est quand même une trentaine à se réunir de plein de pays différents et tout ça, c'est assez compliqué. Et la personne doit donner les restaurants ou les adresses où on va, les menus, etc., etc., et on en parle pendant des mois. Donc la cuisine a toujours été vraiment importante dans la famille, et je pense que c'est pour ça que ma mère s'est progressivement spécialisée dans la cuisine. Donc elle a sorti un livre en 1985 qui, même aujourd'hui, j'ai des jeunes cuisiniers qui viennent me voir en disant le livre de votre mère, c'est ma Bible. Au Japon, hein, donc elle a sorti en japonais. Et qui s'appelle, si je traduis, Le goût de Paris. Et là, en fait, elle a parlé de, je sais même plus combien, une dizaine de restaurants. Certains qui existent encore, mais enfin, il y en a beaucoup qui n'existent plus maintenant. Après ça, elle a sorti une encyclopédie des fromages français, qui a été un best-seller mondial, traduit en 18 langues, enfin bon, voilà. Et elle a toujours voulu que je l'aide dans son travail. Moi, j'ai fréquenté les restaurants étoilés ou non, autant les cantines sous les ponts que des restaurants 3 étoiles depuis que, je sais pas, depuis que j'ai 3 ans, probablement. Et cette obsession avec la cuisine qu'il y avait dans la famille, je ne l'aimais pas du tout. Parce que je trouvais qu'il y avait autre chose dans la vie que manger. Et ça m'ennuyait prodigieusement, donc je ne voulais surtout pas travailler dans le domaine ni du journalisme, ni de la cuisine. Et puis, c'était quand c'est en... déjà, elle m'a obligée à traduire en français l'encyclopédie de fromage, qui était en japonais, donc bon, ça, j'ai traduit. Et je l'ai aidé un petit peu, mais c'était vraiment pression familiale, hein. C'est ma fille, tu fais ça. Et puis c'est venu comme ça, plus ou moins, vous savez, comme les fils de médecins qui ne veulent pas faire médecine, mais qui reprennent le cabinet du papa, parce que voilà, c'était un peu ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi particulièrement. Ceci dit, alors la différence entre ma mère et moi, c'est que elle, c'était vraiment du journalisme, c'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était la transmission de l'information. Moi, le journalisme, ça ne me convient pas. D'abord parce que j'écris trop long.
Tout est toujours trop long. Euh, et les contraintes d'objectivité, de transmission d'informations, ce n'est pas quelque chose que je sais très bien faire. Et c'est plus facile pour moi de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça c'était bon, ça c'était pas bon, Parce que voilà. vous avez une manière de parler de la cuisine qui est vraiment tout à fait unique. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez tout un savoir précis, mais quand vous en parlez, vous dites ce que vous aimez, l'expérience que vous en faites. Vous avez une manière de... Oui, non, ouais, ça me vient naturellement. Peut-être on pourrait donner un exemple pour que les gens qui nous écoutent. Quel est le dernier plat que vous avez mangé qui vous a enthousiasmé ces dernières semaines? La semaine dernière, j'ai mangé un plat dans un restaurant de quartier, pas cher du tout, mais où la cuisine est très très bonne. Le chef s'appelle Denis Groison, il est bourguignon. Et ce jour-là, il a servi un plat principal, presque végé. C'était une sucrine, donc une salade quoi, hein. Une sucrine coupée en deux, snackée sur la plancha, euh, rôtie, avec quelques tranches de guanciale, la viande, enfin le gras surtout salé italien, euh, des petits légumes de saison, carottes, navets, je crois, et un jus de rôti. Le plat du jour ce jour-là était un roast beef. Donc il a pris le jus du roast beef et il l'a mis sur la sucrine. Simple. Mais et je n'aime pas les légumes. Ah oui, oui. Je n'aime pas les légumes, je suis extrêmement viande ou poisson, mais je n'aime pas les légumes. Et ça, en plat principal, je ne l'aurais absolument jamais commandé de ma vie parce que je vois sucrine, je me dis, oula, fou, non, pas envie. Donc. Mais là, il me l'a servi, comme ça. Et je vois le machin, déjà, c'est très joli, le dressage. C'est complètement tridimensionnel, et c'est très joli parce qu'en fait, les feuilles de la sucrine font comment dire, des plis, enfin, c'était très joli. Et on voyait le côté légèrement caramélisé de la sucrine snackée, là où il était sur la plancha. Euh, et, et donc je coupe un bout. Il y a une résistance sous le couteau parce que c'est vraiment beaucoup de couches. De, un- un- une sucrine, c'est un peu de la structure d'une endive, avec les feuilles comme ça. Donc, bon, là c'est coupé en deux, c'est plus mou, on va dire, qu'une endive, hein. Donc quand on coupe, on sent le couteau qui passe à travers chaque feuille, chaque couche de feuilles. Et dans les couches de feuilles, il y avait aussi du jus de rôti, donc un peu gras. Et on voyait le côté un peu éponge, un peu... Et ça, je sais pas, alors c'est peut-être moi, mais je trouve ça assez jouissif, rien que de voir ce phénomène. Parce qu'on l'imagine en bouche, on imagine quand on écrase l'objet entre la langue et le palais et que le jus sort, c'est quand même un moment jouissif. Enfin, après, il faut aimer le jus, mais voilà. Et donc, bon, je coupe, je mange. Et la sucrine, en fait, était vraiment un support assez neutre, mais quand même légèrement végétal, avec ce côté un peu vert, un peu frais. Euh, et elle était restée quand même croustillante malgré la cuisson, parce que c'était une cuisson très rapide. Mais c'est surtout le jus. Euh, un jus de viande, c'est un... Comment dire? C'est beaucoup d'umami. Alors, il faut comprendre ce que veut dire umami, mais c'est beaucoup d'umami. Peut-être on peut expliquer ce que c'est umami. Ouais. Alors, l'umami, c'est un terme, c'est un mot japonais qu'on emploie tout à fait couramment. Et en fait, c'est ce que Bria Savarin a appelé osmazo dans la physiologie du goût. Euh, et pour lui, c'est le goût du bouillon de bœuf hein, sans rien d'autre dedans. C'est-à-dire du bœuf, de l'eau, cuit, et voilà. C'est ça. Et il avait tout à fait raison, dans le sens où l'umami,
En fait, l'umami, c'est en gros principalement 3 acides aminés, glutamate, guanylate et inosinate. Euh, l'aliment le plus riche en glutamate du monde, c'est le kombu, l'algue kombu, qui est séchée et qu'on utilise pour faire le bouillon de base japonais, le dashi. Quand vous prenez un kombu, vous le mettez dans l'eau pendant une nuit au frigo. Le lendemain, vous avez un liquide extrêmement pâle qui ressemble à de l'eau. Il y a 0 matière grasse, évidemment. Si vous le goûtez, ce ne sera pas bon. Le goût en lui-même, il est assez désagréable. Parce qu'en fait, c'est presque du glutamate pur. Mais si vous l'associez à à un autre acide aminé, par exemple l'inosinate qu'on obtient en faisant infuser de la bonite séchée, le katsuobushi qu'on utilise beaucoup au Japon, si vous associez les deux, vous avez ce qu'ils appellent la synergie des umami, et ça donne vraiment un goût qui est bon. Umami veut dire le goût de ce qui est bon en japonais. Et c'est très simple. Depuis les années 2000, l'umami est accepté par les scientifiques du monde comme étant la 5e saveur fondamentale. Bon, est-ce qu'on peut dire fondamentale ou pas, c'est ouvert à débat, mais voilà. Donc ce n'est ni salé, ni sucré. J'entends souvent des gens dire que bon, l'umami, c'est un mélange de sucre et de sel. Non, ça n'a rien à voir. C'est ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer. C'est encore autre chose. Et dans la cuisine française, on retrouve l'umami, qui est très présent dans la truffe noire, la tomate, alors c'est pas français, mais le parmesan, le jambon sec, c'est-à-dire les aliments souvent fermentés, ou séchés, ou fumés, voilà, et contiennent souvent beaucoup d'umami. Et donc cette fameuse sucrine, avec ce jus, avait le côté umami. Alors la sucrine en elle-même, probablement pas beaucoup, parce que l'umami dans les végétaux, bof, c'est probablement pour ça que j'aime pas trop les végétaux. Mais C'était le bouillon. le jus du rôti avait beaucoup d'umami. Et là, probablement que ça rejoint Bria Savarin, parce que c'était un jus de rôti de bœuf. Donc évidemment, il y a le sang. Alors, c'est un peu gore, mais le goût du sang est un goût qu'on aime quand on aime la viande rouge. Un steak bleu a ce côté légèrement métallique, parce que c'est du fer, donc légèrement métallique du goût du sang. Alors quand je dis goût du sang, on a l'impression que je vais boire genre vampire le sang. Non, quand même pas. Mais ça a ce goût du sang qui est un peu cuit, un peu pas cuit, et qu'on aime quand on aime la viande rouge. Donc il y avait ça, mais cuit forcément parce que c'était un jus, du gras de viande, du sel évidemment parce que c'était salé. Et tout ça, c'est... Comment décrire ce goût ? Ce n'est pas frais, mais ce n'est pas lourd non plus. Et c'est très enveloppant, en fait. C'est un goût qui est très enveloppant. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'aime pas les végétaux. Mais par exemple, si vous mangez une carotte, bon, j'aime pas les carottes, mais si vous mangez une carotte, il y a de la douceur, c'est légèrement sucré, c'est fibreux si c'est cru, ou fondant si c'est cuit, bref. Mais c'est un goût quand même qui est assez, comment dire, unique. Unilatéral. Oui, voilà. C'est clair, c'est un peu unilatéral. Voilà. C'est ça que la carotte, c'est bon, voilà, c'est un peu unilatéral. C'est ça. Sauf quand Banquetel l'a fait, il réussit à faire une carotte. Oui, mais il triche là. Il triche parce que... Mais c'est merveilleux. Il met plein de choses à l'intérieur de la carotte, qui en plus est cuite dans la chaux. Enfin, il a des techniques complètement dingues. Du coup, il triche parce qu'il lui rajoute quand même beaucoup de goût à la carotte. Parce que la carotte toute seule, bof, quoi. C'est clair. Il la métamorphose, mais elle reste quand même... On sent quand même le goût de la carotte métamorphosée. Oui. Oui, parce que il utilise à très bon escient le goût réel de la carotte. Bon, ces carottes sont très bonnes, hein, c'est pas n'importe quelle carotte non plus. Mais, comment dire, cette sucrosité de la carotte, parce qu'en gros, c'est pour ça qu'elle est bonne, une carotte, c'est parce qu'elle est sucrée. Enfin,
Pas sucré comme du sucre, mais quand même. Donc cette sucrosité naturelle qui est bonne chez la carotte, il l'utilise en mettant, je me souviens plus quoi, dedans. Et d'abord, il y a le côté régressif de ce bout de carotte, parce qu'en fait, de mémoire, c'est comme un cylindre dans lequel il met, on Une va purée dire, de carottes, voilà. élaborée. Et ce que je trouve très fun dans ce truc-là, c'est quand on l'écrase et ça sort. Et moi, ça me fait penser aux vieux tubes de dentifrice quand on les roulait en alu. Ça me fait penser à ça. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est le tube de dentifrice de Bantel. Mais Mais je vous ai coupé, parce qu'on on parlait de la carotte ou- qui était moins intéressante en oui, oui, général. pardon, oui. Euh, et donc, ce jus Ça donne de, plus de profondeur que juste la carotte toute seule. beaucoup de complexité. Parce que la carotte toute seule, on va dire qu'elle est sucrée, alors qu'un jus de viande, il y a la rondeur du gras, la richesse aussi, il y a beaucoup de densité. Et puis il y a du salé, il y a de l'amertume, il y a aussi une douceur, mais qui vient du bœuf. Hein. Il n'y a quand même pas que la carotte qui est douce dans la vie. Et tout ça, ça donne une saveur ou des saveurs qui sont complexes, qui ont plus de volume et qui est vraiment, je trouve que c'est très enveloppant. Et c'est pour ça, je pense que on a moins envie de manger ça en plein été. Par exemple, en été en Thaïlande, bah, vous avez plus envie de carottes, à la limite, ou d'une mangue, que d'un jus de viande. Et, et c'est en ça que, bon, ça rejoint le terroir, c'est que ce qui est bon et fondamental dans la cuisine française, c'est la sauce. Le jus, la sauce, toutes ces choses-là qu'on verse, qu'on met avec tout le reste. Euh, et pour moi, c'est quand même propre à ce terroir, ce climat, un terroir qui est riche, un climat qui quand même n'est pas très chaud, globalement, mais qui est suffisamment riche pour ne pas non plus être en Norvège où il n'y a rien à manger. Donc, et avec beaucoup de complexité. Parce que les sauces françaises, les jus français, ne sont pas faits avec une seule chose. C'est pas le Japon. Il n'y a pas qu'une algue dedans. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça forme un ensemble qui est très complexe et il y a plein de couches de goût et on ne s'en lasse pas. Vous êtes vous êtes toujours au carrefour, entre la cuisine japonaise et la cuisine française. Vous travaillez sur les deux cuisines. Est-ce qu'on peut essayer de dire un peu la différence? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la cuisine japonaise et la cuisine française, ou je dirais le monde gastronomique, les mondes gastronomiques français et japonais ont une très longue histoire et une relation très particulière. Il y avait un cuisinier dans les cuisines d'Escoffier, en 1900, au début du siècle dernier, qui, à 22 ans, est rentré au Japon et est devenu le chef cuisinier de l'empereur du Japon. Bon, vous savez sans doute que il était interdit de manger de la viande au Japon pendant 1000 ans, jusqu'à l'empereur Meiji en 1886. Et quand il a... Ce qui explique la passion du Japon pour le poisson, puisque la viande était interdite. la viande était interdite. En plus, le Japon est un archipel de plus de 3000 îles, donc qui est très pauvre, hein, parce que ce sont des terres volcaniques. Donc, il n'y a pas grand-chose à manger à part ce qu'il y a dans la mer. C'est pour ça qu'on a mangé tout le poisson de la tête aux pieds, des algues. Qui va manger des algues? Des algues, le fugu, qui tue, littéralement. Oui, donc ça, c'est un poisson très dangereux, qui est très difficile à manger. Il faut vraiment un diplôme spécial pour, ouais. pour le cuisiner. Oui, ce qui est très dangereux. Il tue régulièrement quelques personnes tous les ans. C'est le foie qui est très dangereux, c'est ça? Alors, c'est le foie, les ovaires, le sang. Mais le sang, il ne faut pas qu'il y ait de sang du tout. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de sang du tout. Et donc les Japonais le mangent quand même au oui. prix d'un travail... le travail en lui-même n'est pas, comment dire, ardu, mais il faut savoir le faire, oui. Oui. Et ça, oui, il faut un diplôme spécial, il faut un certificat, enfin, quand même. Donc il faut vraiment être japonais. Donc je comprends l'idée. Et c'est très bon.
C'est très bon quand même. C'est pour ça qu'on le mange. Et puis c'est très joli parce que C'est tout blanc, c'est tout blanc, c'est un poisson d'hiver, comme donc de la c'est neige. comme de la neige. Et nous, enfin, alors il y a une façon de le servir qui s'appelle kikka, qui veut dire fleur de chrysanthème. Et donc en fait, ça fait des tranches fines, un peu comme un carpaccio, mais beaucoup plus petit parce que c'est un poisson, et des tranches fines qui sont disposées en rosace, quoi. Et c'est très joli parce que ça fait comme des pétales de chrysanthème. Et ça se mange tout simplement avec un ponzu. Le ponzu étant en gros sauce soja avec jus de yuzu, qui est aussi de saison. Euh, et vous parlez d'une... Oui, de la différence entre le Japon, Oui, j'allais dire, vous parlez de l'unilatéralité la du goût carotte. de la carotte. Quelque part, la cuisine japonaise est toujours unilatérale, c'est ce qu'elle recherche. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'épure dans la cuisine japonaise. Et l'exemple le plus simple est le bouillon de base. Dans toutes les cuisines du monde, il y a des bouillons de base. En France, ça va être le fond de veau, le bouillon de volaille, etc. Et au Japon, c'est le dashi. Que dans toutes les cuisines du monde, on va utiliser ces bouillons de base pour faire autre chose. Donc, par exemple, la soupe nationale japonaise, la soupe miso, c'est du dashi avec du miso. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Bon. Eh ben, le dashi japonais est fait d'algues, kombu, infusées dans de l'eau, qui n'a même pas besoin d'être chauffée, euh, et ou du katsuobushi, donc la bonite séchée, qui est infusée, mais à basse température, et ce sont des cuissons courtes. Le katsuobushi, par exemple, on le monte à 80 degrés, à savoir à frémissement, on éteint, on filtre. Ça dure quoi, 10 minutes. Les bouillons français, il y a, bon évidemment, il y a la volaille ou le veau, il y a comment dire, des aromatiques, il va y avoir le bouquet garni, du céleri, de la carotte, de l'oignon, du poireau, du machin, enfin bon, voilà. Donc il y a plein de choses. Donc d'un côté, vous avez l'unilatéralité japonaise, qu'on appelle aussi l'épure, mais c'est même pas une épure, c'est que moi je pense que c'est parce que c'est un pays pauvre, ce sont des terres pauvres. On n'avait pas grand-chose à mettre avec l'algue, donc on s'est contenté de l'algue. Voilà. Et on a trouvé que avec la bonite, ça marchait bien, donc on a ajouté la bonite, mais c'est tout. Alors que la France était un pays agricole, et l'a toujours été. C'est une terre qui est riche. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre avec les os de veau ou de poulet ou de machin. Euh, et du coup, il y a une complexité de goût. Et ça, c'est la différence fondamentale entre les deux cuisines. La cuisine française et la cuisine chinoise ont ça de commun, à savoir une complexité de cuisine et de saveurs, parce que ce sont des terres agricoles et riches. Vous dites aussi, je trouve ça intéressant, qu'il y a une tradition de la cuisine japonaise d'artisans qui font les mêmes gestes de Oui, génération en génération, oui, et qu'en France, on est plutôt que le grand chef invente, est créatif. oui. Alors ça, je pense que c'est plus récent déjà. Le Michelin a une grosse part de responsabilité, je pense aussi. Parce que autrefois, hein, mettons Escoffier. Bon, à cette époque-là, le cuisinier était aussi un artisan. Ce n'était pas une star de la télé. C'était aussi un artisan qui répétait les gestes, qui répétait les techniques, voilà. Et on ne lui demandait pas d'être créatif, Comme d'être aujourd'hui. original comme aujourd'hui. Ça, c'est très récent. Je pense que ça date des années 70 avec la nouvelle cuisine. Euh, quand tout d'un coup, enfin tout d'un coup, moi aussi tout d'un coup, la créativité est devenue condition sine qua non d'un grand chef. Et c'est dommage, je trouve, parce que il y a des grands chefs qui sont des grands techniciens et qui sont des grands chefs, Ah. mais qui n'auront pas la troisième étoile ou même n'auront peut-être pas la deuxième parce qu'ils ne sont pas créatifs.
L'originalité n'est pas donnée à tout le monde. C'est clair, je comprends. La créativité non plus. Parce qu'en cuisine, bon, la créativité c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit bonne à manger. La cuisine moléculaire, ben c'était ça le problème de la cuisine moléculaire, c'est qu'on faisait des tas de choses, bon c'était très original, légèrement expérimental, et que ben, souvent c'était pas très bon à manger. Bon. Je suis d'accord. Donc là on est revenu à des cuisines plus classiques, qui sont bonnes à manger déjà. Mais cette obsession avec la créativité et l'originalité, qui, je soupçonne, vient de France, parce que la France est une culture de l'individu. Donc il faut que chacun soit différent. Et alors, bien sûr, c'est bien, mais pas toujours. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ne sont pas originaux, qui ne sont pas créatifs, mais qui sont extrêmement bons dans la cuisine et ben, qui ne sont pas valorisés. Et du coup, ça oblige les cuisiniers comme Éric Briffard, on en parlait tout à l'heure, à, à essayer d'être originaux alors qu'ils ne le sont pas, et qui délaissent leurs grandes œuvres, qui sont peut-être classiques, qui sont peut-être très techniques, mais qui sont de grandes œuvres que personne d'autre ne peut faire. Ils les délaissent parce qu'ils se sentent obligés de mettre en avant leur créativité qu'ils n'ont pas. Et donc, ça donne des plats qui ne sont pas très intéressants. Et l'exemple le plus criant de ce phénomène, je pense, c'est Karen Torossian, à Bruxelles. On en parlait tout à l'heure. Qui m'a dit, moi, je ne cherche pas à devenir un artiste. Moi, je veux être un très bon artisan. Comme mon père, avant moi, qui était maçon, je crois. Et lui, ce qu'il voulait, c'était devenir un très bon technicien. Et c'est un très, très, très bon technicien qui a travaillé comme un dingue pour acquérir toutes les techniques et à perfectionner toutes ces techniques de la cuisine française, la pâte feuilletée, la cuisson, etc. À tel point que pour moi, c'est devenu de l'art. Est-ce que vous dites ça, qu'un artisan, au fond, c'est de l'art aussi, pas seulement ceux qui sont créatifs, parce que dans la précision, dans le... Quand on arrive à un certain niveau, ça devient de l'art. Parce que personne d'autre ne peut le faire. Voilà. C'est, comment dire, il y a l'artiste qui va... bon, en cuisine, par exemple, bah, un artiste va être Christophe Pelé, qui va servir des associations complètement débiles, qui sont impossibles, mais qui marchent miraculeusement, qui n'aiment pas reproduire des choses. Il n'aime pas, par exemple, faire comment dire, un pitivier ou un coulibiac. Il en fait, mais c'est pas lui qui les fait en cuisine. C'est pas son truc. Bon. Ceux-là sont des originaux, des créatifs, ok. Et puis, il y a ceux comme Karen Torossian, et puis, plus maintenant, parce qu'il n'est plus en cuisine, mais Éric Briffard, qui sont des grands, grands, grands techniciens, à tel point que ce qu'ils réalisent, les œuvres qu'ils font sont peut-être dans les livres de cuisine, sont souvent, évidemment, dans Escoffier, mais ils les ont perfectionnés à un tel point que personne d'autre ne peut le faire. Et au Japon, par exemple, préparer le poisson, c'est la même... Il y a des artisans, ça demande une technicité juste de préparer le poisson. Vous racontez ça dans votre livre Poisson. Vous montrez à quel point c'est infiniment plus précis que tout ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas. Comment on coupe le poisson, le type de couteau qu'il faut, comment on choisit le poisson, comment on le laisse maturer, et ce qui peut faire le génie d'un maître qui fait des sushis qui sont à première vue qui semblerait la chose la plus simple, et c'est pas du tout simple. La cuisson du riz, c'est juste quand on rentre dedans,
on est stupéfait de ce que ça demande comme... Enfin, c'est infini la précision qu'on peut avoir. Oui, c'est une précision et une finesse qui sont rendues, je pense, nécessaires par la nature des produits. Encore une fois, le Japon est un pays pauvre, n'a pas enfin, n'a pas grand-chose en agriculture. Donc, ce que nous mangeons, ben, nous allons chercher dans la mer, ce qui est toujours plus difficile que d'aller chercher quelque chose sur la terre. Et surtout, on n'en a pas beaucoup. Il y a le riz. Et puis, il y a le riz. Et bah, le riz, le meilleur riz, c'est celui qu'on mange nature, juste cuit, sans assaisonnement, sans faire un riz cantonné, enfin bon. Et tout ça donne, comment dire, le goût du riz blanc est fade. Il n'a pas un goût très fort. Mais quand on le goûte vraiment, s'il est bon, il a un goût... déjà, il y a le grain, qui est, s'il est bien cuit, il est à la fois très individuel, c'est-à-dire on sent chaque grain en bouche, et en même temps, quand on écrase un petit peu, quand on fait travailler un petit peu les mâchoires, le grain s'écrase, mais avec un tout petit peu de résistance, mais tout petit, un petit peu comme un oreiller ou un coussin, mais une toute petite résistance. Et en fait, ce n'est jamais fondant, sans mastication. On dit que c'est fondant, mais je ne pense pas que ce soit fondant sans mastication, ou alors il est trop cuit. Euh, et là, il va lâcher cette douceur qui lui est naturelle. Bon, alors j'imagine que c'est, je sais pas, glucides, amidon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sucré en fait, parce que c'est une céréale. Et ce goût-là n'est pas fort. C'est pas comme du sucre, c'est pas un sucre qui frappe. Et donc, pour le respecter, on est obligé de faire une cuisine fine, délicate, pas ni agressive ni prononcée, parce que sinon on tue le riz, parce que ben il est quand même très faible, hein, ce riz. Donc déjà, je pense qu'il y a le fait que la cuisine japonaise s'associe évidemment avec le riz, comme la cuisine française s'associe avec le pain. Mais à la différence du pain, notre riz n'est jamais salé. Donc ça fait une grande différence, ça. Euh, Et puis après, ben, il y a le côté terroir, hein. C'est-à-dire qu'au Japon, la cuisine japonaise est très peu grasse, hein. Il y a une raison à ça, c'est qu'on n'a pas de produits gras. Le poisson, et n'importe quel poisson, même s'il est gras, est toujours moins gras qu'un animal à quatre pattes, hein, ou même un canard. Donc il y a très peu de matière grasse, traditionnellement. Je mets un peu de côté le tempura qui vient de Portugal, mais je mets un peu de côté le tempura. Ah, le tempura vient du Portugal. Oui, c'est ce qu'on dit. Tempura vient du Portugal. Alors, l'origine du nom est ouvert à débat, mais alors, ça viendrait de... Alors, je connais pas du tout le portugais, mais ça viendrait de tempura ou templa, ou enfin un mot comme ça, portugais. Donc ce Euh, plat qui semble très japonais, en fait, vient du Portugal. Et le sushi le ne vient sushi. que n'a été fait au Japon qu'au 19e siècle. Ça Alors, semblerait un plat très ancien. oui, alors c'est toujours très amusant d'entendre, surtout en France, on parle toujours de tradition ancestrale, de cuisine ancestrale. Et bon, moi je me dis, ben, ancestral, ça remonte jusqu'à quand? Parce que, en fait, tout ce qui est ancestral au Japon n'est pas si vieux que ça. Le sushi, à l'origine, vient de Chine. Et est arrivé probablement en même temps que le bouddhisme, à savoir au 8e ou 9e siècle. Euh, et c'est à peu près à cette période-là aussi que l'empereur a interdit la consommation de viande. Bon, donc, quelque part, ça allait bien. Le sushi arrive de Chine et au départ, c'était une méthode de conservation de poisson, à savoir que le poisson était mis à conserver dans du riz salé. Et puis, bon, voilà, ça se gardait plusieurs mois. euh, et on ne mangeait que le poisson. Le riz, on le jetait. Au Japon,
comme nous sommes un pays pauvre, contrairement à la Chine où il y a plein de terres, il y a plein de rizières, chez nous il n'y en a pas beaucoup, donc on a préféré garder le riz et le manger. Ben oui, parce qu'on ne va pas gaspiller ce riz. Et ce type de sushi, qu'on appelle nare sushi, existe encore au Japon, il y a une région qui est connue pour ça. Mais le sushi tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le monde aurait été inventé au 19e siècle par un certain, comment il s'appelait déjà, Yohei, le flamboyant, qui portait sur un plateau le sushi plus ou moins comme on le connaît aujourd'hui, mais plus gros. Et voilà, il a commencé par vendre ça dans la rue, puis après, il a été apprécié, donc il a commencé à vendre ça dans les grandes maisons, etc. Mais le sushi tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir avec la petite boulette avec le poisson cru, ça date de même pas un siècle. Parce que c'est venu quand même avec la réfrigération. C'est-à-dire que les premiers sushis nigiri, comme on les connaît aujourd'hui, du 19e siècle, n'utilisaient pas de poisson cru. C'était des poissons cuits ou vinaigrés marinés. Enfin, c'était pas cru. Et donc, le poisson cru est venu avec la réfrigération. Sinon, c'est pas possible. Et du coup, bon, l'ancestralité et le caractère ancestral de la chose, encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par ancestral. Qu'est-ce qui fait un bon sushi? Un bon sushi, quand vous regardez un sushi de profil, en fait, vous remarquez que un sushi est 80% riz et 20% poisson. Après, ça dépend. Il y a des poissons qu'on coupe plus finement que d'autres. Poissons blancs, on les coupe plus finement parce qu'ils sont plus fermes, plus durs. Ils ont moins de goût. Un thon, on va le couper plus épais parce qu'il se mâche bien. Et puis, il a plus de goût. Donc, mais dans tous les cas, il y aura toujours beaucoup plus de riz que de poisson. Et le riz, c'est ce qu'on sent en premier sur la langue. Quand on met un sushi en bouche, alors, parenthèse, le sushi se mange toujours en une bouchée, sauf certains makis, mais les rouleaux. Mais le nigiri, la boulette de viande, de riz avec le poisson dessus, se mange toujours en une seule bouchée. Et donc, quand vous prenez le nigiri, vous mettez en bouche, c'est le riz qui repose sur la langue. Et ensuite, quand vous fermez la bouche, tout ça se délite instantanément. Mais jusqu'à ce moment-là, il faut que ça tienne. Donc, vous allez dans un restaurant de sushi, vous essayez au comptoir, on vous sert la boulette. Si vous prenez la boulette et qu'elle tombe, c'est pas bon. Si vous prenez la boulette, vous la mettez en bouche et votre langue ne sent pas les grains individuels, mais sent une espèce de pâte un peu collée ensemble, ça c'est pas bon non plus. Et puis après le goût, bien sûr. Le goût du riz, donc le côté naturellement sucré, qui est souligné par l'assaisonnement. L'assaisonnement qui est à base de vinaigre, sel et sucre. Et ensuite, c'est une recette secrète que chaque maître sushi a sa recette d'assaisonnement de sushi, de riz, et ne la partage pas. Mais il peut y avoir quoi dans l'assaisonnement du riz? Différents vinaigres, selon. Certains vont utiliser un seul vinaigre, d'autres 3, 4, enfin bon, voilà. Sel, sucre. Hachiro Mizutani, sur lequel j'ai écrit dans le livre Poisson, un air du Japon, lui, il utilisait un vinaigre lambda, du sel et du sucre, et puis point, c'est tout. Et il cuisait lui-même le riz. Oui. Il laissait ses assistants s'occuper du poisson. Oui. Ce qui était vraiment, là, j'étais ahuri. Mais il disait, le riz, c'est le plus important. Il n'y avait que lui qui... Oui. C'est souvent le cas chez les sushia. C'est que le riz... Déjà, alors c'est une formation 10 ans. Pour faire cuire le riz. Non. Faut devenir sushia. Pour devenir sushia, pour devenir maître sushi, c'est une formation 10 ans. Après, maintenant, peut-être que c'est un peu plus court, parce que, les gens sont moins sérieux qu'avant. Mais à la base, c'est une formation de 10 ans. Et les 3 premières années, vous n'avez pas le droit de toucher au riz.
déjà. C'est impressionnant. Donc, vous vous exercez à faire les boulettes avec un chiffon, un petit bout de chiffon, et vous ne touchez pas au riz. Et c'était très intéressant parce que un jour, j'étais chez Mizutani, et il avait un assistant qui était derrière le comptoir avec lui. Ils étaient deux toujours, mais l'assistant ne faisait jamais les boulettes. Il coupait, il faisait tout ce qu'on veut, mais il faisait jamais les boulettes, c'était le maître. Bon. Et la tradition veut que si vous êtes un habitué du restaurant, vous pouvez avoir la gentillesse de permettre à l'assistant de vous faire quelques boulettes, de vous faire quelques nigiri, mais parce que vous êtes sympa. Et du coup, un jour, bon, j'avais fini de manger, j'avais fini le menu, et j'ai dit, tiens, fais-moi un nigiri. Il s'appelait Yuki. Jeune, 28 ans, je crois, à l'époque. Et là, c'était un gars un peu impertinent, qui se tenait pas très bien, enfin bon. Mais il était rigolo. Et puis là, tout d'un coup, ma c'est ça. Et il regarde le maître dit, vas-y. Donc il se met devant moi, mais nerveux, raide comme un bâton. Et il me fait un nigiri de chinchard. Je le prends. Et là, j'ai dit, mais c'est pas le même riz, là. Vous avez changé le riz. Ah non, non, c'est le même. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il est très différent, ce riz. Et là, le maître s'est énervé. Parce qu'en fait, moi, j'étais tellement étonnée par la différence du riz que j'ai été un peu lourde. J'ai insisté beaucoup sur la différence parce que je ne comprenais pas. Et là, le maître, ça l'a un peu énervé parce qu'en fait, il se sentait mal pour le petit. Parce que c'était quelqu'un de gentil quand même. Et je n'ai pas dit que c'était moins bon, mais enfin, c'était une critique, pas tout à fait, pas intentionnelle du tout, mais cette différence était tellement frappante. Et Juste la manière de poser le riz. C'est miraculeux. c'était vraiment très, très différent. Moi, c'est ça où je voulais en venir de notre entretien. Cette différence qui est tellement sensible, tellement difficile à nommer, qu'il faut tellement d'années pour réussir à maîtriser. Qu'est-ce que c'est, ça? Comment on apprend le goût? Alors, Yuki m'a dit, est-ce que je peux vous en faire un autre? J'ai dit oui, bien sûr. Il en a fait un autre. C'était mieux. Mais c'était encore très loin de ce que fait le maître, avec le même poisson et le même riz. C'est surréaliste. Et c'est dingue. J'ai dit, là c'est mieux. C'est quoi la différence avec le premier? Il a dit, vous avez dû le sentir, mais le premier, j'ai mal coupé le poisson. Et effectivement, dans le premier, j'avais senti, ça ne se voyait absolument pas, hein, mais j'avais senti en bouche que la tranche de poisson était légèrement plus épaisse d'un côté. Et ça, ce n'est absolument pas visible parce que c'est à des, je sais pas, à des nanomètres, en fait, une fraction d'une fraction de millimètre, probablement. Mais en bouche, c'est énorme. Et la différence du riz, en fait, je pense que, enfin, c'est pas je pense que, c'est que mon cerveau a interprété comme une différence de goût, une différence de pression. Parce que il était très tendu, il était jeune, il avait pas l'expérience nécessaire et il avait trop pressé. Donc du coup, le riz était plus compacté. Donc. Et ça, encore une fois, ça ne se voit pas. Le grain de riz est le même, l'assaisonnement est le même, mais en bouche, la texture, c'est pour ça que la texture, c'est vraiment très important pour le goût. Mais la texture était complètement différente. Et donc, du coup, le goût était complètement différent. C'est un peu comme la différence entre boire... vous savez, en France, le vin, on le boit dans un verre à vin. Jamais on ne penserait à boire du vin dans une tasse. Parce que ça n'a pas le même goût. Alors clair. évidemment, on nous dit, mais si, c'est le même vin. Mais non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est pareil, pourquoi? Parce qu'entre une tasse et un verre, il y a une différence de finesse, de matière, de profondeur, de plein de choses. Aussi probablement le parfum
D'où les vins, les Alto par exemple, où on sent le parfum du Bourgogne, du Bordeaux, etc. Mais le goût, c'est à la fois la texture, les parfums, les odeurs qu'on a en rétro-olfaction, à savoir derrière, derrière, euh, la vue. Robuchon a dit qu'on voit et on sent et on goûte la cuisine. Donc on commence par la voir. Euh, mais tout ça se passe tellement rapidement que nous ne sommes pas capables de faire la différence. Et parce que tout ça, en fait, se passe presque en même temps. Et du coup, bah, ça donne le goût. Et ça donne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. C'est très simple, en fait. Et donc, la cuisine japonaise. Alors, le sushi n'est pas évidemment toute la cuisine japonaise, mais je trouve que le sushi résume quand même bien des caractéristiques de la cuisine japonaise. Et notamment le côté très, encore une fois, assez unilatéral de la chose, parce qu'il y a peu d'éléments. Et c'est comme n'importe quoi dans la vie, mais moins il y a de choses, plus c'est difficile de mentir. Et dans un sushi, il y a un poisson, du riz, du vinaigre, du sel, du sucre, wasabi. Et, bon allez, de la sauce. Donc ça fait 6 choses. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Vous comparez un bœuf bourguignon, tout ce qu'il y a dedans, il y en a beaucoup plus que 6. Et c'est ça qui fait que ça demande beaucoup de précision, de finesse dans le travail. Finesse dans le sens fin. Pas dans le sens délicatesse, mais vraiment dans le sens fin et net, beaucoup de netteté. Aussi parce que le sushi se mange à un comptoir, qui est très dépouillé, avec des mains. Le sushi a le fait et vous le pose là. Donc vous voyez sa main. Il faut que tout soit visuellement absolument net, parce que sinon ça donne pas envie. C'est très drôle, hein, parce que il suffit qu'il y ait 3 grains de riz sur la planche pour que on n'ait plus envie de manger. Et cette netteté est indispensable au sushi, parce que c'est du poisson cru. Et le poisson cru, à la base, c'est quand même dangereux. Hein, c'est pas quelque chose qu'on mange, c'est pas anodin à mettre dans son corps. Donc, c'est du poisson cru, c'est du riz qui est blanc et qui n'est que du riz. Donc, tout ça fait que si tout n'est pas net, ça ne passe pas. C'est même pas bon ou pas bon, ça ne passe pas. Moi, longtemps, la grande cuisine, ça me semblait hors de portée, pas du tout pour moi. J'ai pas du tout eu votre éducation. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré d'abord Anne-Sophie Pic, que j'ai compris ce qu'elle faisait, que j'ai pu rentrer dans cette cuisine, alors qu'au début, pour moi, ça me semblait pas du tout mon monde et pas du tout pour moi. Et je me disais, c'est peut-être trop compliqué. Et en voyant son cœur, son ardeur, sa sensibilité, d'un seul coup, j'ai pu rentrer dans ce monde. Alors, C'est vrai, quand on vous lit, il y a des tas de trucs auxquels on entre dans un monde, voilà. Il y a des choses, il y a des alcools qu'on n'aime pas, on peut découvrir. Au début, les gens en Occident, le saké, c'est un peu compliqué. Et puis, à un moment, on peut aussi vous dire, goûte plutôt celui-là que celui-là. Ça peut suffire à qu'on puisse... c'est comme le vin. Il suffit de dire à quelqu'un, non, mais là, ce vin, c'est peut-être pas ça, goûte ce vin-là. Et d'un seul coup, les gens découvrent un monde nouveau. oui, mais j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps à Reims avec le champagne. Grâce au chef Kazuyuki Tanaka, qui est le chef de Racine, et on faisait un livre ensemble pendant le Covid, donc c'était un peu compliqué. Et il voulait absolument mettre du champagne dans son livre. Et moi, en général, je ne mets pas de vin dans les livres parce que c'est compliqué. C'est compliqué de dire tel plat marche avec tel vin. Enfin bon, c'est compliqué et je trouve que ça passe pas très bien. Donc j'ai dit, bof. Mais il a vraiment insisté. Et alors, il faut savoir que je ne supporte pas l'alcool. Donc j'aime bien le goût du vin, du saké. J'aime bien le goût. Mais je bois 1 millimètre de hauteur dans le verre.
Sinon, après, je suis malade. Donc, je ne supporte pas l'alcool. Mais bon, ok. Et il a choisi 8 vignerons. Et le champagne, pour moi, c'était Dom Pérignon, Krug, enfin, voilà. Des choses qu'on boit qui sont agréables. Voilà, on trinque, ok. Mais il y a quand même des vins que même si je ne supporte pas l'alcool, j'aime le goût, donc il y a beaucoup de vins que je préfère au champagne. Bon, mais, et un jour, on était au restaurant, fermé, et on mangeait un truc, et il me sert un verre de champagne. Je trempe les lèvres, je lui dis, ah, c'est bon ça. Euh, c'est fin, mais il y a une certaine rusticité, puis il y a une certaine puissance, mais ça reste quand même très délicat. Il me dit, ah, vous venez de décrire la personnalité, le caractère du vigneron. J'ai dit, ah bon, ah mais c'est tout à fait lui. Et là, il a trouvé ça tellement drôle qu'il m'a servi plein de verres. Comment il est, lui, le vigneron? Et à chaque fois, il fallait que je devine le caractère du vigneron. Bon, moi, je sais pas, ça, ouais, c'est assez flamboyant, mais en même temps, machin, truc. Bon. Et je n'ai jamais su si j'avais raison ou pas, parce que je ne connaissais pas ces vignerons. Et il m'a jamais dit. C'était juste pour le premier, où il m'a dit, mais c'est absolument ça. Donc, il a trouvé ça rigolo. Comment vous en êtes arrivé à faire ces livres extraordinaires? Vous avez inventé un peu des nouvelles sortes de faire des livres, ces gros livres extraordinaires de chefs. Vous travaillez presque toujours avec le même photographe. Oui, oui. Alors lui, je l'ai rencontré en 95, 96. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille. Ça fait 40 ans qu'on travaille. 40 ans? Non, quand même pas. Mais ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble. Et je l'ai rencontré par une personne en commun. On a fait un premier article dans un magazine sur le thé anglais à Londres. Et voilà, ça a commencé comme ça. Le premier livre qu'on a fait ensemble... Alors, je n'ai pas inventé le genre. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a trouvé un jour un jeune chef qui s'appelle Yannick Aleno. Il était il était chef dans un restaurant à l'hôtel Scribe, je crois. Et après ça, il est allé au Meurice. Et elle a fait un premier livre avec Yannick, qui s'appelle 4 saisons à la table numéro 5. La table numéro 5, c'était sa table au Meurice, parce qu'elle y allait, je sais pas, 2 fois par semaine. Enfin bon, elle était vraiment très très fan de ce cuisinier. Donc elle a fait un premier livre, et c'est moi qui ai écrit le texte en français. Parce qu'elle écrivait en japonais. Donc elle m'a demandé de traduire. Bon, et j'ai traduit en réécrivant, parce que je ne suis pas traductrice et je ne sais pas faire les traductions très proches du texte. Donc c'est toujours une sorte de réécriture. Donc j'ai écrit le français. Et ça a commencé comme ça. Le Honton, comment c'est venu? Ben, on a fait les photos avec Richard Houghton, le photographe, au Pré-Catelan. Et on a eu l'idée de faire un livre. Je ne sais plus comment c'est venu. J'en ai parlé d'abord à La Martinière, où la directrice éditoriale de l'époque, je suis allée la voir avec les photos. Et j'ai dit, voilà, je veux faire un livre, un livre. Et à l'époque, les livres de chef, je crois déjà, le terme n'existait pas, on ne parlait pas de livre de chef. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Bocuse, il y avait le livre que ma mère avait fait avec Yannick, et puis, je sais pas. Il y avait des livres de Joël Robuchon, mais c'était plus des livres de recettes. C'était pas des beaux livres comme ça. Donc, je vais voir la Martinière, et puis, elle me dit, mais c'est quoi le sujet? J'ai dit, le sujet, c'est, je sais pas, c'est l'amour. Elle m'a regardé comme ça. Et là, je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Et j'en ai parlé à Glénat, qui avait sorti le livre 4 saisons à la table numéro 5 de ma mère. Et à l'époque, l'éditeur s'appelait Philippe Rossat.
Et c'est un des gars les plus irresponsables que j'ai rencontrés dans ma vie, mais qui avait le sens du livre, vraiment. Donc j'en ai parlé à Philippe. Euh, il était tout à fait partant. Très bien. Et un jour, on était dans le bureau de Frédéric au Pré-Cattelan et on parlait du format du livre. Et là, il y avait l'encyclopédie des aliments, je crois que c'était Goemio. Un truc énorme. Et il y a Frédéric Canton qui sort le livre de sa bibliothèque et qui dit, voilà, ça c'est bien. Je regarde le truc énorme, qui pèse 1 tonne. J'ai dit, non mais ça c'est un truc de mec, ça, hein, c'est trop gros. Et Philippe a dit, non, c'est bien. J'ai dit, mais tu as vu la taille de ce truc? Il dit, non, c'est bien, on fait ça. J'ai dit, ben non, mais personne va aller acheter ça à la Fnac, ça pèse 1 tonne. Il dit, non, mais ils ont qu'à le commander, dit Frédéric. Ok. Donc le format était décidé, le nombre de pages aussi, 356. Avec Richard et Frédéric, on a commencé à réfléchir à la couverture. Et Frédéric, à l'époque, faisait une entrée composée d'une grande assiette, une gelée au fond et des petits points de 3 couleurs. En été, par exemple, c'était tomate, mozzarella, basilic, donc rouge, blanc, vert, sur une gelée. Très jolie. Et les photos de Richard sont magnifiques. Et ce sont les petits points qu'il a hérités de Joël Robuchon. Hein, Joël Robuchon et ses petits points. Mais non, Frédéric les dispose différemment. Et puis un jour, je ne sais plus pourquoi, ils ont fait la gelée avec les points tout noirs. Et donc ça faisait une photo d'un fond noir avec des points noirs, tout noirs. Voilà, ça c'est la couve, me dit Fred. Je me dis ok, mais c'est tout noir. Et il me dit mais c'est bien, la couleur c'est le noir c'est ma couleur. Parce qu'en fait à l'époque, le titre du livre devait être 3. 3 parce que nous sommes 3. 3 parce que 3 petits points. 3 parce que en fait les plats dans le livre sont déclinés par 3. Donc la Saint-Jacques faite de 3 façons. Je sais plus quoi, faite de 3. Enfin, le 3 était un thème récurrent, donc le livre devait s'appeler 3 avec un 3 sur la couverture. Un livre énorme, tout noir avec juste un 3 dessus. Bon, je me disais, c'est quand même un peu... Mais Frédéric a vraiment insisté sur la couve complètement noire. Donc on a envoyé ça. Et là, l'éditrice, alors Philippe Rossaille a été le directeur éditorial, puis il y avait une éditrice qui faisait l'exécution, puis elle m'appelle, elle me dit, mais ta couve, elle est toute noire. Je dis, oui, je sais. Et à l'époque, hein, il faut quand même savoir que les grands beaux livres de chef, il n'y en avait pas beaucoup, et qu'un livre de cuisine noir, ça ne se faisait absolument pas. Parce que le noir, c'est sombre, c'est le deuil, c'est pas les cuisines. Donc ça ne se faisait pas. Et elle me dit, mais on peut pas mettre une carotte sur le dos du livre, quelque chose, mais tout noir, hein. T'es sérieuse? Je dis, non, on veut pas une carotte. Parce que je trouvais que l'idée était débile. De mettre une carotte sur un truc tout noir, là, c'était vraiment ringard. Et c'est venu comme ça. Et en fait, sur le livre, on avait demandé qu'il y ait des petites bosses pour les points, comme les points sur la gelée. Et à l'impression, les bosses ont disparu et ça a été remplacé par un vernis. Et donc, on était un peu déçus. En fait, c'est un défaut de fabrication, hein, ça. Et le livre a cartonné. Il s'est très bien vendu, notamment dans la profession. J'ai eu je ne sais combien de chefs et de cuisiniers qui m'ont dit ah, mais le grand livre noir. Le grand livre noir que vous avez fait avec Frédéric Canton. Et pendant des années, j'ai eu des chefs qui disaient je veux faire un livre. Ok. Je veux faire un livre comme celui de Frédéric Canton. Le grand noir. Mais vous ne faites des livres qu'avec les chefs que vous aimez passionnément. Oui. Je ne fais de livres qu'avec des
des chefs dont j'aime la cuisine, Donc vous ne faites pas évidemment. des livres de commandes, que des chefs que vous aimez moins, vous demanderez, vous faites pas. Alors, je n'ai jamais eu de commande, donc je crois que la question ne s'est pas posée. Dans des commandes, comment dire? Je ne sais pas si on peut appeler ça une commande quand, par exemple, un chef me contacte et me dit je voudrais faire un livre. Ça, c'est pas vraiment une commande puisque je suis payée par la maison d'édition et pas par le chef. Donc, bon. Ça, c'est déjà arrivé, bien sûr. Que vous avez dit non. Parce que vous n'aviez pas d'estime ou de passion ou de... Parce que vous avez dit que la question centrale, c'était l'amour. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été parfois contactée par des chefs. Non, en fait, quand je suis contactée par un chef, en général, je dis non. Parce que j'ai un esprit un peu retors et quand on me propose un truc, j'ai envie de dire non, je sais pas, mais je dis toujours non. Et par exemple, chef Tanaka de Racine m'a envoyé un message. Non mais, en fait, avec lui, c'était très drôle parce qu'il y a des années de ça, quand il a eu la 2e étoile Michelin, j'avais découvert ce chef japonais qui était à Reims, voilà. Je lui avais envoyé un message disant, est-ce que je pourrais avoir une réservation? Et il m'a répondu, ni bonjour, ni email, ni rien, il m'a répondu, c'est complet. Je me suis dit, vache. J'ai oublié le chef, franchement pas sympa. Et je l'avais complètement oublié. Et fin août 2020, donc en plein Covid, je reçois un message de la part d'un chef de Reims qui me dit, est-ce que vous voudriez bien venir déjeuner chez moi? Je voudrais faire un livre. Et j'ai dit merci, mais non, je ne fais plus de livres, je pars à la retraite. Bon, ça fait des années que je dis ça, mais je pars à la retraite, j'arrête de faire des livres. Il me dit, ok, mais venez déjeuner quand même. Je dis, ok, bon. Ça se trouvait que Richard Houghton, le photographe, qui vit à Londres, hein, était à Paris à ce moment-là. J'ai dit, écoute, ça t'intéresse d'aller à Reims, manger chez Racine? Et il me dit, ouais, ouais, allons-y. Donc on y est allé. Et puis là, j'ai découvert sa cuisine. Ça se passe toujours comme ça, en fait. Je découvre une cuisine et j'aime bien. Pour plein de raisons, mais j'aime bien. Ça peut être parce que c'est tellement parfait comme Karen de Rossian, à Bruxelles. Ça peut être parce que c'est complètement fou comme Christophe Pelé. Ça peut être parce qu'il y a une introspection presque douloureuse comme chez Jérôme Banquetel. Mais il y a toujours quelque chose. Et, et là, j'ai beaucoup aimé cette cuisine. Qui était très mignonne, très gentille, très naturelle. Pas naturelle dans le sens naturalité, mais un côté très, je sais pas, très vert, très printemps. Alors que c'était fin août. Mais j'ai beaucoup aimé cette cuisine. Puis après, j'ai parlé avec le chef. Chef qui est toujours débraillé, on a toujours l'impression qu'il sort du lit. Qui, la première fois qu'on se rencontre, hein, qui me dit, vous avez quel âge? Pardon, vous parlez à moi. Et j'ai bien aimé cette personnalité à la fois cash, malgré tout très respectueuse à la japonaise, mais avec un côté très punk presque. Et la dichotomie entre la cuisine qui est très minutieuse, très précise, et ce gars-là qui sort du lit, Ça vous a m'a plu? plu. Ouais. Et du coup, ok, on a fait un livre. Et ça se passe, il y a toujours quelque chose comme ça. Toujours quelque chose comme ça. L'Astrance, le livre de l'Astrance, à l'époque, 3 étoiles ou Michelin, Pascal Barbeau, Christophe Roy. Pascal Barbeau, qui était l'un des chefs les plus courus de la planète, hein, ce restaurant était impossible à réserver. Je voulais faire un livre avec lui, parce que j'adorais sa cuisine. Elle était tellement joyeuse, tellement... Pascal, bon, il était plus jeune, bien sûr, mais c'était en 2000. Il a eu la 3e étoile en 2007. Et ça, c'était en 2008, 2009. Comment dire, sa plus grande caractéristique, c'était de découvrir les nouveaux produits. En fait, c'est lui qui a lancé le citron caviar. C'est lui qui a lancé tous ces piments qui sont à la mode. C'est lui qui a aussi lancé cette mode du pickles.
Enfin, il a lancé plein de ce qui sont devenus par la suite des modes. Mais tout ça parce que, en fait, à chaque fois qu'il découvrait un nouveau produit, c'était comme un petit garçon devant son cadeau de Noël. C'était la joie et l'émerveillement de ah, mais j'ai un nouveau produit, génial. Bon. Et, euh, et je voulais faire un livre avec lui. Donc on a fait des photos. Alors ce que je fais à chaque fois, c'est qu'on fait des photos. Comme ça permet de montrer aux chefs leur cuisine, mais en photo, bien prise évidemment. Et ce qui est très frustrant pour un cuisinier, c'est qu'ils vont passer des heures, des jours, des semaines à travailler un plat qui est mangé en 2 minutes. Et après, il n'y a plus rien qui reste. La cuisine est un art appliqué dont il ne reste jamais rien. Et ça, c'est très frustrant. Et du coup, quand ils voient les photos, c'est pour ça qu'ils veulent tous faire des livres. C'est pour laisser une trace de leur travail. En général, quand ils voient les photos, ils sont tellement charmés par le résultat qu'ils ont envie de faire un livre. Là, Pascal me dit « Ah non, 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 je ne veux pas faire un livre. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Non, 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 je veux pas. Ah non, non, un livre, ça me fait peur. Non, je veux pas. C'est gravé dans le marbre. » Alors, effectivement, un livre, c'est imprimé. Donc, oui, c'est un peu gravé dans le marbre. D'autant que, bah, à moins de le brûler, il va toujours exister, hein, le livre. J'ai dit « Ok. » Et là, j'en ai parlé à un magazine japonais que j'ai convaincu de faire une série, une chronique mensuelle sur la cuisine de l'Astrance. Donc il fallait faire des photos. J'ai dit à Pascal, bon, c'est pas pour un livre, hein, t'inquiète pas, c'est pour un magazine japonais. Lui, il avait quand même beaucoup de liens avec le Japon. Et donc il a accepté qu'on fasse des photos une fois par mois, je crois, pendant la coupure. Donc Richard avait 1 heure et demie chrono pour prendre des photos à la coupure. C'est chaud, hein, pour un photographe. Hein. Et on a fait les photos du futur livre tout en faisant la chronique. Et puis de temps en temps, Pascal, qui est quand même pas idiot, me disait « Ah, mais tu as plein de photos là, tu as presque autant de photos qu'il faut pour faire un livre. » Je faisais semblant de ne pas entendre. Et puis, on travaille avec Richard et moi, nous avons fait tous les livres là, sauf Lenton, avec une graphiste qui s'appelle Jimena Riveros, elle est chilienne, et on fait un très bon trio, parce qu'en fait, on fait pas mal de travail avant d'avoir même une maison d'édition. Et donc, je lui avais demandé de faire un petit livre d'une 20aine de pages pour montrer au chef. Ok, il le fait. Je montre au chef, je lui dis, voilà, ça, c'est ce que je veux faire. Et il me dit, ah non, mais non, mais non, mais je veux pas faire du livre, je t'ai déjà dit, je veux pas faire du livre. Je lui dis, mais on a tout ce qu'il faut pour le faire, là, donc t'as rien à faire. Il me dit, non, mais je sais pas faire des recettes. J'ai dit, hein, quoi mais j'ai pas de recettes. J'ai dit, c'est pour ça que tu veux pas faire un livre. Ben oui, parce que dans un livre, il faut faire des recettes. J'ai dit, ben non, on va pas faire de recettes dans ce livre. Mais comment tu vas faire un livre de cuisine sans... Non mais, laisse-moi faire, on ne fera pas de recettes dans ce livre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des entretiens, pareil, pendant la coupure, 1 heure et demie, où je lui posais des questions, c'était des interviews, avec la photo du plat. Je lui dis, voilà, ça c'est quoi, pourquoi t'as fait ça, etc. Et c'est là qu'il a parlé, enregistré tout ça. Donc il a parlé, et il me parlait par exemple d'une sauce qui était partie d'un jus de raisin sec qu'il avait goûté au Maroc, qu'on lui avait servi comme ça, qu'un copain lui avait servi, je crois, marocain. Et il a trouvé ça tellement merveilleux qu'il a voulu reproduire ce jus à Paris, et qui est devenu une sauce. Et puis il a sorti des phrases mémorables comme son credo, c'était que par exemple, il y a un plat, langoustine, condiments, sauce, légumes, mais que ce soit une langoustine ou un turbo ou un agneau, on s'en fout. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est le petit condiment qui est là à côté.
Et il a dit, la langoustine, on s'en fout. Ça, c'est devenu le titre des pages consacrées à ce plat de langoustine avec plein de choses autour. Et ce livre-là, il y a 30 plats, que 30 plats, parce que dans les autres, vous en trouvez 100, hein, donc il n'y a que 30 plats, mais à chaque plat, plusieurs pages de Pascal Barbeau qui parle de son plat. Et après, j'ai quand même réussi à soutirer des mini-recettes, donc recettes de condiments, recettes de sauce, recettes d'un jus, mais c'est des mini-recettes. Et donc on a fait un livre. Et ce livre-là, j'étais très contente parce que ses disciples à Pascal m'ont dit, par exemple Adeline Grattard de Yamcha m'a dit, on a l'impression d'entendre le chef parler. Et c'est ce que je voulais, de littéralement entendre le chef parler. C'était des monologues. Et il y a eu la version française et la version anglaise, en langue anglaise. Et la version en anglais a été en rupture avant la sortie du livre en précommande sur Amazon. Donc c'est un livre qui s'est excellemment bien vendu. Et voilà. Impossible à trouver aujourd'hui. Impossible à trouver. On voit toute la créativité et la manière dont vous essayez d'être fidèle à cet univers. Oui, alors ce que j'essaye de faire dans les livres, en fait, je crois que le déclic, ça a été quand j'avais 16 ans. J'avais écrit une chronique dans un magazine japonais à partir de cartes postales de Paris. Et c'était une petite fille qui a adressé des cartes postales à son grand-père en parlant des monuments historiques. Donc c'était Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, etc. Et, bon, vous savez, on reçoit toujours des lettres de lecteurs. Et le magazine m'avait transmis une lettre d'une dame dont la maman était âgée, alitée, aveugle, je crois, et à qui elle lisait mes articles. Et elle me remerciait parce que ça avait permis à sa mère de visiter Paris. Ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais qu'elle n'avait jamais pu faire. Elle n'a jamais pris l'avion de sa vie, et c'était au Japon. Et ça m'a vraiment touchée. Ça, plus il y a une bibliothèque à Tokyo de braille pour les non-voyants, et ou malvoyants, je ne sais plus comment ça se dit. Et on m'a demandé la permission de traduire mes articles en braille. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, ça permettait aux gens de faire l'expérience de quelque chose. Voilà. À travers mes textes. Voilà. Et c'est ce que je cherche toujours à faire dans mes livres. Après, ce sont des beaux, gros livres avec de très belles photos. Donc, je dirais, allez, 80% des lecteurs ne lisent pas mes textes, mais bon, c'est pas très grave, parce que les 20% restants les lisent. Et ce que j'essaye de faire, c'est de donner au lecteur l'expérience du restaurant. C'est ça. De la cuisine et un petit peu du chef. Je ne cherche pas à transmettre une technique. Bon, alors poisson, c'est un peu différent. Mais dans les livres de chef, je ne cherche pas à transmettre une technique. Je cherche à transmettre une expérience. Et donc, mes livres s'adressent, pour moi, hein, s'adressent aux gens qui ne peuvent pas aller dans ce restaurant. Pour des raisons économiques, géographiques, physiques, parfois. Mais c'est vraiment pour permettre au lecteur d'être là, sans y être. Et vous parlez tout à l'heure d'écrire le goût, ça en fait partie, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, c'est ce que je trouve étonnant, parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont techniques. Moi, je me moque beaucoup souvent des sommeliers qui vous parlent des vins. Et ça, on n'en a rien à faire. Ils peuvent pas juste nous dire si c'est bon ou pas bon et qu'est-ce qu'il y a. Ils nous disent, voilà, telle parcelle. Oui. Mais arrêtez juste. Et vous, c'est l'antipode de ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, on vous aider à faire l'expérience avec des mots très simples. Mais c'est vraiment, enfin, comme on l'a entendu dans notre entretien, c'est vraiment votre expérience. Oui, c'est pour ça que je suis terriblement ignare en cuisine. Les produits, je n'ai pratiquement jamais visité de producteur.
et je ne connais même pas les saisons. Et c'est très embarrassant, hein, parce que je dis, ça c'est un chou ou c'est pas un chou. Mais je reconnais plus ou moins les poissons, mais vraiment, je ne connais pas les produits, je ne connais pas les cuisines. Vous me dites une sauce hollandaise, il faut que j'aille regarder dans Escoffier pour retrouver ce que c'est. Enfin, je ne connais pas. Je n'ai pas de connaissances en cuisine. Euh, Tout ce que je fais, c'est manger et décrire ce que je ressens à ce moment-là. C'est tout. C'est très simple. C'est très simple. Mais c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue, le premier sur le goût au sens le plus large du terme. On parlera de parfum, de musique, de tout ce qui fait la beauté de notre existence. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.